Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette réunion et pour ces 2 heures que nous allons passer ensemble. Nous allons vous présenter cette initiative innovante qu'est le Forum pour l'avenir franco-allemand et je vais tout de suite passer la parole à Patricia Nans qui va vous dire en quelques mots ce dont il s'agit. Patricia, c'est à toi. Bonjour à tout le monde pour cet événement. Je me réjouis beaucoup de vous connaître. Je voudrais bien vous introduire au Forum pour l'avenir franco-allemand, qui est un des projets les plus innovants de traiter l'Aix-la-Chapelle et qui doit renforcer la coopération franco-allemande. L'ambition du Forum, c'est soutenir les processus de transformation de nos deux pays, des sociétés françaises et la société allemande, et comprendre comment les acteurs locaux, face à ces transformations, comment ils s'organisent pour ne pas subir simplement la transformation, comment les orienter pour les façonner pour le bénéfice de leurs concitoyennes. Donc, le Forum pour l'avenir organise son travail autour de cycles thématiques qu'on a choisis avec le comité d'orientation du Forum. Et pour les prochaines 2 années, donc 2020 et 2021, les deux thèmes, c'est la transition écologique d'une côté et la résilience économique et sociale de l'autre. L'action du Forum s'inscrit dans les objectifs du développement durable. Et le secrétariat franco-allemand du Forum est formé d'une côté par l'équipe de France Stratégie et de l'autre côté du IASS, que c'est une institution de recherche sur la soutenabilité indépendante basée à Potsdam, près de Berlin. Le secrétariat a commencé déjà son travail, mais vraiment au moment où la pandémie de Covid a commencé. Donc, on a jusqu'à maintenant fonctionné exclusivement en ligne, ce qui n'est pas facile pour une institution nouvelle qui entend réaliser sa mission en collaboration étroite avec les porteurs d'initiatives municipales et villageoses. Ils sont répartis un peu partout en France et en Allemagne. Donc, le défi est pourtant relevé. Nous avons mené des dizaines d'entretiens et organisé des dialogues franco-allemands avec des membres d'équipes municipales, associations locales et autres acteurs engagés dans les 6 initiatives sélectionnées en France et en Allemagne. Et maintenant, j'aimerais bien que Gilles présente, s'il te plaît, les représentants des initiatives présentées pour cet événement. Volontiers, merci Patricia. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir des représentants des 3 territoires avec lesquels nous avons engagé les travaux et je les remercie très chaleureusement d'être avec nous ce matin. La communauté urbaine de Dunkerque est représentée par Madame Martine Montborel, qui est directrice opérationnelle, et Madame Frédéric Plaisant du GIP Eura Énergie. Elles vont nous dire dans quelques minutes ce dont il s'agit et je leur souhaite la bienvenue. Un deuxième territoire avec lequel nous travaillons, c'est Los Angoel et qui est représenté à travers la Fabrique des transitions, dont Los Angoel est membre, par Julien Perdrija, que j'accueille aussi chaleureusement. Et puis, le troisième territoire qui est représenté ce matin, c'est Mouansartou, représenté par Gilles Perrol, qui est adjoint au maire de Mouansartou. La manière dont on travaille s'incarne tout à fait dans la présence des représentants de ces 3 territoires. Notre objectif, c'est d'être à l'écoute, de discuter et d'organiser des dialogues. Et nous rentrons maintenant dans la phase où il y aura des dialogues entre les territoires allemands et les territoires français. Je crois que c'est le cœur de notre démarche. Et c'est ce qui nous permettra à terme de passer des thèmes que vous a présentés Patricia, de la méthode de travail que nous avons avec les différents territoires, à l'élaboration dans un forum un peu plus large de propositions que nous pourrons faire connaître à nos gouvernements respectifs, à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Patricia, je te repasse la parole. On ne t'entend pas, Patricia. Pardon. Je sais que nos collaborations au sein du secrétariat ont déjà beaucoup appris de notre contact avec vous, car notre collaboration avec vous vise précisément à apprendre de vos expériences et de les faire connaître en France et en Allemagne, auprès des autres acteurs qui, comme vous, ont les mêmes difficultés ou partagent les mêmes objectifs. Donc, nous espérons que vous trouvez dans cet échange de l'inspiration et aussi des ressources de mise en contact pour aller encore plus loin.
Notre collaboration avec vous vise également à sensibiliser les décideurs politiques dans notre deux pays. C'est-à-dire que les expériences accumulées localement en matière de transformation du territoire sont tellement riches et nous enseignent pour le gouvernement régionaux et nationaux. Et donc, cette méthode bottom-up du forum pour l'avenir aboutira à des recommandations finalement politiques qui seront remises aux gouvernements et parlementaires de notre deux pays. Et maintenant, je passe la parole de nouveau à Gilles. Merci Patricia. Oui, aujourd'hui, la séquence centrale de notre réunion est structurée autour des 3 territoires dont je vous ai parlé. Mais évidemment, ce qui est le cœur du projet, c'est l'aller-retour entre le niveau des territoires dans une approche qui part des territoires, dans une approche bottom-up, comme disait Patricia, et les niveaux gouvernementaux et intergouvernementaux. Et à ce titre, je suis vraiment extrêmement heureux d'accueillir ce matin l'ambassadeur d'Allemagne en France, Hans-Dieter Lukas, que je remercie chaleureusement. On a une excellente coopération avec vos équipes, monsieur l'ambassadeur, et j'en profite pour saluer monsieur Jaspers, qui a été pour nous un interlocuteur régulier depuis le début du projet et avec qui on coopère très bien. Nous accueillons aussi, ils vont prendre la parole dans quelques minutes, Christophe Arend, député de la Moselle et président du bureau français de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Christophe Arend a été, depuis le début, avec Andreas Jung, dont je vais parler dans un moment, un soutien fervent de ce projet et nous lui devons beaucoup. Et Andreas Jung, qui est député du Baden-Württemberg et qui est président, lui, du bureau allemand de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Andreas Jung fait partie de ce tout petit groupe de personnes qui ont porté l'initiative du forum et notre réunion aujourd'hui lui doit donc beaucoup. Nous entendrons également Stefan Seidendorf, qui est directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Nous sommes heureux de cette occasion de coopérer avec cet institut qui incarne l'une des formes de la coopération entre nos deux pays. Et donc, à tous, je souhaite la bienvenue. Et monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, je vous passe dès maintenant la parole. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous, cher Gilles de Margerie, Madame la professeure Nans, liebe Frau Professor Nans, Mesdames et Messieurs. Donc, je suis très heureux de prendre part à l'événement qui nous réunit aujourd'hui pour faire connaître en France le Forum pour l'avenir franco-allemand ainsi que ses travaux. Je pense que c'est une initiative excellente que vous avez prise. Peut-être un mot en ce qui concerne le contexte. Donc, la France et l'Allemagne ont scellé de nombreuses résolutions dans leur traité d'Aix-la-Chapelle pour amener nos deux pays à se rapprocher encore davantage et à coopérer encore plus étroitement dans tous les domaines, toujours dans une perspective européenne. Et le Forum pour l'avenir joue un rôle particulier à cet égard. Donc, sa mission consiste en effet à réunir, qu'on a exprimé dans le traité, les parties prenantes et les acteurs intéressés des deux États afin de travailler sur les processus de transformation de leur société. Donc, il s'agit de vraiment rapprocher ceux qui vivent et façonnent ces transformations sur les deux côtés du Rhin. Et nous vivons dans une époque de grande transformation et nos peuples, les peuples allemands et français, sont confrontés à maint égard à des problèmes et des défis similaires. Et les processus de transformation à l'œuvre s'opèrent souvent sur le long terme. Je pense au changement climatique, au changement démographique, au bouleversement de la vie économique, du monde du travail, notamment à cause du fait de la numérisation. Et dans nos sociétés, la tournure prise par ces mutations dépend essentiellement de l'engagement des citoyennes et des citoyens mobilisés sur le terrain le plus souvent au sein des assemblées, des fédérations, d'associations, d'initiatives, de groupes de syndicats, par exemple. Et ces hommes et ces femmes définissent des objectifs et disent « Voilà dans quelle direction nous souhaitons aller, voilà ce que nous voulons obtenir pour notre commune ou notre région ». Et ces enjeux similaires
donne naissance à un riche éventail de stratégies et de solutions pour porter le changement. Et accompagner ce processus de manière productive est, à mon avis, une des tâches principales du Forum pour l'avenir. Donc, il s'agit là d'un apprentissage mutuel destiné à faire émerger de nouvelles façons de penser et d'agir. Et il s'agit aussi de reconnaître et de saisir les chances pour l'avenir à l'aide d'initiatives et de solutions très concrètes sur le terrain. Et je me réjouis par conséquent de l'intérêt manifesté par tous ceux qui suivent aujourd'hui cette visioconférence. Et je serai très heureux que vous soyez nombreux à prendre part à ce dialogue et donc au Forum pour l'avenir. Et n'hésitez pas à saisir cette opportunité à mettre à profit les suggestions du Forum. Donc, accompagner efficacement le changement ne peut réussir qu'à condition d'associer à cette démarche nos concitoyens et leurs expériences concrètes. Et les seules solutions qui pourront prétendre à la légitimité seront celles qui tiennent compte des expériences, des attentes et des propositions à l'échelle locale. All politics is local, comme on dit en bon français, et c'est à mon avis donc le grand contexte donc de cet effort. Cette conférence a lieu dans un contexte passionnant, politiquement très important, et en grande partie directement ou indirectement lié à la raison d'être du Forum pour l'avenir. Je voudrais insister ici sur 3 points. Et je voudrais commencer, mentionner brièvement donc le Conseil des ministres franco-allemands qui aura lieu le 31 mai. Ce sera la première grande réunion de nos deux gouvernements depuis leur rencontre à Toulouse en octobre 2019. Et ce conseil sera particulièrement sous la présidence de la chancelière du président de la République, particulièrement important puisqu'il sera l'occasion de dresser un bilan de tout ce qui a été accompli depuis les traités d'Aix-la-Chapelle et depuis les derniers conseils des ministres en 2019, y compris le Forum pour l'avenir. Et ce conseil des ministres permettra aussi de se tourner vers l'agenda franco-allemand post-crise sanitaire, c'est-à-dire la pandémie de Covid-19 a pu parfois mettre à l'épreuve la coopération franco-allemande, comme l'ont illustré certaines difficultés dans les régions frontalières. Mais elle a aussi montré que seule une action concertée de la France et de l'Allemagne et de l'Europe permettait de maîtriser la crise sanitaire et ses conséquences. Parvenir à maîtriser la pandémie est une perspective positive et encourageante qui nous remplit d'espoir, mais cela exige aussi de tirer des enseignements de la crise sanitaire. Et une leçon est la nécessité vraiment de renforcer notre résilience. Et je suis tout à fait à juste titre que le Forum pour l'avenir a identifié la résilience économique et sociale comme un enjeu principal de son travail. Deuxième point, la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc, qui vient d'être inaugurée le 9 mai aussi par le président Macron à Strasbourg. Donc, cette initiative est une invitation lancée à tous les Européens à s'impliquer et à façonner ensemble l'avenir de notre continent. Et elle se veut également un laboratoire d'idées pan-européens, tant pour les grandes que pour les petites questions d'avenir liées à l'Europe. Et cette conférence vient à point nommé car il s'agit à présent de regarder vers l'avenir. Sont en jeu des tournants décisifs pour l'Europe, notamment en matière de souveraineté, numérisation, changement climatique, recherche, technologie d'énergie, etc., etc. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe place les citoyens, leurs interrogations, leurs exigences et leurs idées au cœur de sa réflexion. Elle est ainsi un marqueur fort de démocratie et de participation, ou comme l'a souligné le président Macron dans son discours, c'est de cela qu'il s'agit avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, de retrouver une respiration démocratique collective.
Et c'est primordial car l'Europe ne peut réussir sans l'approbation, sans la participation et sans la confiance de ses citoyens. Et j'y vois ici un parallèle passionnant avec les thématiques et projets traités par le Forum pour l'avenir. C'est ce qui joue au niveau européen, s'inscrit donc aussi pleinement dans la démarche du Forum pour l'avenir. Et l'inverse est également vrai. Sans participation, aucune transition, aucune transformation ne peut aboutir. De même, sans participation, les changements se heurtent à un problème de légitimité. Dernier point, le changement climatique. Donc, ce thème figure en tête de l'agenda politique de l'Allemagne, de la France et de l'Europe et de la plupart des pays du monde. Le temps presse et nos objectifs européens de réduction des émissions de CO2 sont très ambitieux. Et après de longs débats et de vives controverses, l'Allemagne a décidé l'an dernier de sortir du nucléaire et du charbon. Par ailleurs, la semaine dernière, le gouvernement fédéral a adopté un projet révisé de la loi sur la protection du climat afin d'assurer une plus grande équité entre les générations dans sa transition vers la neutralité climatique. Donc, la politique climatique et les profondes transformations qui en découlent cristallisent les conflits entre les différents intérêts et exigences au sein de la société. Cela exacerbe encore un peu plus les différentes politiques dans nos sociétés. On observe des débats tout aussi intenses en France qu'en Allemagne, mais se limiter à un affrontement entre opinions divergentes ne fait pas avancer la cause climatique. Nous avons besoin d'un dialogue politique et social constructif et ainsi le Forum pour l'avenir franco-allemand a fait un choix particulièrement judicieux et important en faisant de la transition écologique l'un de ses grands axes prioritaires. Car la réalisation d'objectifs ambitieux implique toujours des changements profonds dans la vie des gens. Et à l'inverse, ce sont les idées et les solutions de mise en œuvre sur le terrain qui permettent aux transformations de s'accomplir. Donc le thème du changement climatique se prête, à mon avis, comme nul autre, à l'étude de solutions concrètes pour mener à bien les mutations nécessaires. Et je suis donc très impatient de découvrir les résultats des débats du forum à ce sujet. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier encore une fois France Stratégie, le IASS et l'ensemble des participants pour l'organisation de cette conférence. Il est tout à fait important de faire connaître à un public le plus large possible le Forum pour l'avenir, son travail et la possibilité d'y participer. La France et l'Allemagne comptent beaucoup sur les impulsions qui découleront de ces travaux. Merci bien beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et merci d'avoir remis en perspective ce que nous faisons et de nous avoir dit aussi quel était le niveau d'ambition auquel nous devions aspirer dans ce que nous faisons. Nous travaillons avec des acteurs de terrain, mais les ambitions sont bien celles que vous avez dites et je vous remercie d'avoir donné cette perspective extrêmement large. Je vais passer la parole à Christophe Arend, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un fidèle soutien du Forum depuis le début. C'est à vous. Merci, mon cher Gilles. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame, Monsieur les secrétaires généraux du Forum d'avenir, ma chère Patricia, mon cher Gilles, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs les représentants des territoires choisis. Je pense que, je ne sais pas si ça a déjà été fait, il est bon quelquefois lorsque l'on participe à un projet comme le Forum d'avenir franco-allemand de se remémorer la genèse de ce projet. J'aime à me souvenir de cette rencontre que nous avions à Berlin, in einer Kneipe, comme on dit là-bas, avec mon ami Andreas Jung, avec Rüdiger Kruse, avec Klaus Töpfer à l'époque, et avec le représentant allemand, dont le nom m'échappe maintenant, de la Ligue, de l'équivalent de la Ligue de protection des oiseaux allemande. Nous avions fait le constat à ce moment-là
quelque part aux alentours de l'automne 2018, que nos sociétés allaient être en rupture si elles ne l'étaient pas déjà. Si elles ne l'étaient pas déjà. Rupture par rapport à tous les grands enjeux du futur. La transition écologique, la valeur du scrutin, la représentativité d'une élection, les soucis de transition énergétique, les soucis migratoires. Et nous pensions à ce moment-là que le plus petit dénominateur commun résidait dans ce que l'on appelle les 17 objectifs de développement durable. À partir de là, nous nous sommes mis j'allais dire en marche, mais on pourrait me taxer de faire du mauvais humour. Nous nous sommes mis à travailler au sein de ce groupe de travail de 9 députés français, 9 députés allemands, afin de concrétiser ce projet jusqu'à ce que, effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur, lors du Conseil des ministres de Toulouse franco-allemand, en octobre 2019, si je ne m'abuse, nous avons réussi à ancrer ce forum d'avenir franco-allemand sur les 17 objectifs de développement durable. Il y a certes eu ensuite, dans la phase de grossesse, si je peux filer la métaphore de la genèse et de la naissance, quelques difficultés qui résultent des différences culturelles, culture politique, française et allemande. Mais ces différences ont été nivelées grâce à la sagacité de Gilles de Margerie et de Patricia Nance, qui ont très vite compris que dans un projet comme celui-ci, il fallait du bottom-up, mais il fallait aussi un peu du top-down. Il faut du bottom-up parce qu'on doit savoir aujourd'hui ce à quoi aspirent les citoyens dans l'avenir, mais il faut aussi des experts avec des chiffres, des scientifiques pour nous dire qu'est-ce qui est réaliste et pour nous permettre d'apprécier les situations. Et on voit ô combien, lorsque ces experts ne sont pas coordonnés entre la France et l'Allemagne, on arrive dans des situations délicates où on le voit dans la crise sanitaire, lorsque le mot incidence, qui pourtant veut dire la même chose, mais ne signifie pas la même chose puisqu'il est calculé de manière différente dans les deux pays et on applique l'un à l'autre ses propres critères sans avoir mis de convergence. Et c'est tout le problème au-delà de la crise sanitaire, de l'ensemble de nos normes françaises et allemandes qui manquent quand même cruellement de convergence. Et le Forum d'avenir franco-allemand, il sait cela, il le sent. Et l'ensemble de son comité de pilotage est informé de ces choses. Et mon investissement, et je pense que peut-être qu'Andreas y viendra également s'il rejoint la conférence, c'est celui du parlementaire de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui a aujourd'hui une obligation de contrôle parlementaire de l'action de nos deux gouvernements sur ce qui concerne les projets concrets du traité d'Aix-la-Chapelle, car le Forum d'avenir franco-allemand, c'est cela. C'est un des projets phares du traité que nos deux États ont conclu en 2019. L'Assemblée parlementaire franco-allemande amènera également vers le Forum une partie de bottom-up, puisque nous exerçons cette action de contrôle sur le comité de coopération transfrontalière, dans lequel toutes les strates, depuis local jusqu'à national, sont représentées. Et je crois aujourd'hui que le Forum d'avenir franco-allemand doit être apprécié par nos gouvernements à sa juste valeur et qu'il ne saurait aujourd'hui être question, par exemple, d'un Conseil des ministres franco-allemands qui se tiendra le 31 mai prochain, qui ne tiendrait pas compte des remontées de terrain du comité de coopération transfrontalière ou du Forum d'avenir franco-allemand. Et je pense qu'il n'y aurait de pire catastrophe en termes d'image technocratique que ce Conseil des ministres franco-allemands s'oriente sur des résolutions préalablement concoctées et délibérées par nos administrations sans que les parlementaires,
sans que les citoyens, sans que les gens impliqués dans le Forum d'avenir franco-allemand ou le comité de coopération transfrontalière n'aient pas eu leur mot à dire, mais ne soient pris en compte dans ce qu'ils ont dit. Et pire encore, si le Forum d'avenir franco-allemand ou le comité de coopération transfrontalière auraient travaillé ardemment pendant un temps long, pendant une année, et que finalement, ils se rendraient compte que cela n'a pas servi à grand-chose. Donc, longue vie au Forum d'avenir franco-allemand, parce que c'est là que vont se jouer l'avenir de notre capacité à coopérer, non seulement au niveau franco-allemand exclusif, mais au niveau européen, dans l'intégration d'une Europe plus citoyenne et plus respectueuse de ce que nos citoyens ont besoin. Passons de cette Europe de l'économie, de la collectivité européenne, du charbon et de l'acier, comme l'a dit Bruno Le Maire, à une Europe politique au sens noble du terme, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à la vie de sa cité et des gens qui la composent. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Christophe. C'était précieux de pouvoir vous entendre et d'entendre ce message très tonique. Je vous rassure sur un point, c'est que si j'en juge par les questions qui nous ont été posées au cours des derniers jours pour la préparation du Conseil des ministres franco-allemands, il y a un vrai intérêt pour toutes les initiatives qui ont été prises sur les terrains et pour cette dimension citoyenne et pour tout ce que le traité porte, qui n'est pas strictement interétatique, mais qui, c'est vraiment une des originalités du traité d'Aix-la-Chapelle, se tourne vers les citoyens d'une manière très innovante. Je passe maintenant la parole à Andreas Jung et je le remercie encore d'avoir pu se joindre à nous. Je sais qu'il est sur un système différent de Visio et donc il va y avoir un petit relais que va assurer la régie tout de suite. Ja, herzlichen Dank, de Margerie, für das Wort. Merci beaucoup, Monsieur de Margerie, pour cette, et à la professeure Mans, Monsieur l'ambassadeur, cher Christophe, mesdames et messieurs, et tous ceux qui travaillent pour l'avenir. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Et en introduction, je peux vous dire que dans les échanges de notre Parlement franco-allemand, Christophe Arend, quand il parle aussi pour moi et en mon nom, et ça vaut aussi à l'inverse. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je ne vais donc pas le répéter. Nous parlons d'une voix. Nous nous comprenons comme une sorte de moteur venant du monde parlementaire pour que des initiatives franco-allemandes en faveur de l'Europe puissent avancer. Christophe a décrit le processus qui a mené à l'émergence du forum. C'est un acte de réconciliation, comme vous voyez ici sur le tableau. Les deux politiques que nous connaissons bien, c'est un acte donc de réconciliation dans l'économie. Nous avons fait beaucoup de choses avec le marché commun. Il y a beaucoup de choses pour la liberté, avec la liberté des transports et des déplacements, avec heureusement maintenant des frontières qui sont beaucoup plus ouvertes. Et c'est ainsi que cela doit rester. Ce sont des succès. Le partenariat franco-allemand doit être aussi pour l'avenir. Il doit y avoir un enthousiasme pour ce partenariat seulement si nous montrons qu'ensemble, nous pouvons être mieux et plus atteindre pour les partenaires européens et au niveau international, ne pas être comme un hérisson franco-allemand, mais nous ouvrir aux autres. Donc ça, c'est une idée de fond. Je suis impressionnée par ce qui a pu se faire au cours de ce temps très court et les sujets qui sont travaillés, qui ont été travaillés le 14 juillet. Nous avons fait un paquet et nous allons approfondir le jour de la fête nationale française et continuer à travailler dessus. Nous allons aussi travailler sur la réalisation de la COP21 à Paris, comme aussi du contrat d'avenir à New York, à Paris,
Et tout ça aussi avec un partenariat franco-allemand très étroit. Et tout ça, ça va prendre corps. Je suis très content aussi que dans ces secteurs-là aussi, la transformation nécessaire, comment faire pour que tout soit durable, écologique, avec des ambitions, que ce soit ambitieux, la neutralité climatique. En Allemagne, nous avons maintenant un projet de loi qui est en discussion pour que ce soit plus rapide, que ça bouge plus vite, mais dans le cadre de mesures sociales, de compétitivité dans tous ces États. Ce sont les enjeux de la transformation. C'est un chemin que nous allons ensemble, que nous allons marcher ensemble, parcourir ensemble avec les hommes et femmes que nous rencontrons pour avoir une acceptance vaste. Il faut des propositions innovantes et un esprit de décision. Il y a des personnes qui travaillent sur la transformation climatique, mais aussi des problèmes de résilience économique. Et comme le disait Christophe, j'aimerais souligner que ce qui est discuté ici, nos réflexions, nos élaborations, nos ébauches doivent arriver à une réalisation, une exécution. Le Conseil des ministres du mois de mai, conjoint, doit apporter des résultats tangibles, concrets. C'est important. Tout comme aussi nous avons vécu le processus. Nous avons accompagné au niveau du Parlement et nous vous le souhaitons aider à son exécution. Nous avons besoin donc, et nous promettons notre soutien le 31 mai et au-delà. Nous sommes contents qu'il y ait des activités qui se déploient ensemble pour que nous puissions regarder vers l'avenir. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Bons travaux. Merci. Merci beaucoup à Andreas Jung de ces propos qui nous encouragent à aller de l'avant. Et je profite de ce moment pour vous dire que nous sommes depuis le début du Forum pour l'avenir très attentifs aux travaux de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois à Christophe Arène, à la disposition de l'Assemblée parlementaire pour présenter à ceux des membres de cette Assemblée que ça intéresse les différentes étapes de ce que nous faisons. Et je le redis aussi, je crois que Patricia l'avait dit également à Andreas Jung en son temps. Donc, le secrétariat franco-allemand du Forum est très attentif aux liens qu'il peut avoir avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je vais maintenant passer la parole à Stefan Seidendorf, que je remercie d'être avec nous. Il est directeur adjoint du DFI, l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Et je le vois qui apparaît à l'écran. Stéphane, c'est à vous. Merci, Monsieur le Commissaire général. Merci pour cette invitation, Madame la professeure, Messieurs les députés, Monsieur l'ambassadeur. Merci de m'avoir invité à être avec vous aujourd'hui. L'Institut franco-allemand, le DFI, comme vous le savez, fut fondé en 1948, donc un vieux acteur de la coopération franco-allemande. Et depuis, il fait deux choses. Il organise et accompagne des coopérations, des échanges entre Français et Allemands, et il travaille de manière plus analytique, universitaire, sur les leçons et sur les défis et obstacles, si j'ose dire, à surmonter si Français et Allemands veulent travailler ensemble. Je vais donc, dans un premier temps, rapidement essayer de caractériser les particularités de cette relation franco-allemande aujourd'hui, ainsi que ce qui découle pour la coopération entre Français et Allemands, avant d'appliquer quelques-uns de ces éléments aux coopérations au niveau des territoires, illustrés par quelques exemples que le DFI a pu accompagner dans le passé, mais qui permettent aussi de généraliser, de faire abstraction pour d'autres acteurs et d'autres expériences.
Donc, pour commencer, cette relation franco-allemande, elle continue à être caractérisée par les différences structurelles qui persistent entre les deux pays. Nos deux pays sont très différents. C'est très facile à comprendre. Le système politique présidentiel contre parlementaire, l'État central, certes décentralisé, mais central néanmoins, contre le fédéralisme allemand très condensé, avec peu de différence entre les régions, mais quand même fédéralisé. L'éducation nationale avec sa compétence compréhensive contre le système allemand où une compétence exclusive pour l'éducation se trouve au niveau régional. Toutes ces différences font qu'une coopération entre Français et Allemands reste complexe et difficile. En même temps, nous avons aujourd'hui une intensité d'échange à tous les niveaux et dans tous les secteurs qui va très loin au-delà d'une relation bilatérale classique, traditionnelle entre deux États, deux gouvernements. Hein. Si vous pensez au secteur économique et son importance primordiale pour les deux pays, et si vous pensez évidemment aussi à la particularité qui est de cette société civile avec les jumelages, les échanges scolaires, les associations et les initiatives, une société civile qui est institutionnalisée, et c'est là la particularité qui est organisée et qui est reconnue dans son importance par le niveau politique. Ça, c'est quelque chose que vous trouverez nulle part ailleurs dans des traités bilatéraux entre deux États, que la société civile transnationale, en quelque sorte franco-allemande, est reconnue politiquement dans son importance et dans sa dimension pour structurer cette coopération, cette relation. Donc, qu'est-ce qui découle de ces éléments? Il reste très difficile de bien s'entendre entre Français et Allemands devant la différence de ces deux systèmes. Dans le passé, cela a mené aux conflits qu'on connaît, malheureusement. Actuellement, ces différences, ils continuent à rendre difficile une coopération structurée entre les deux pays. Très souvent, et pour des raisons très légitimes, Français et Allemands ont des intérêts collectifs, des intérêts nationaux qui ne sont pas compatibles d'emblée. Et il faut travailler, s'approcher, se comprendre qu'il y a quelque chose qu'on doit réaliser en commun pour modifier cette approche, son intérêt personnel, collectif, et arriver à coopérer, à se mettre ensemble. Mais si cela réussit, si on arrive à s'entendre, ça peut être très bénéfique pour les deux partenaires, mais même au-delà dans le cadre de l'Union européenne. Alors, ça vous semble peut-être un peu abstrait, je l'applique à l'un des territoires, comme la tâche m'a été donnée, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ces éléments un peu structurels qui caractérisent encore aujourd'hui la coopération franco-allemande, la relation franco-allemande et ensuite la coopération franco-allemande, qu'est-ce que cela comporte au niveau des territoires. Je vais essayer de résumer quelques-unes des expériences que l'EDFI a pu mener dans le passé, puis aussi d'autres, et illustrer en même temps mon propos. Schématiquement, on peut distinguer, je crois, deux cas de figure de coopération entre Français et Allemands. Dans un premier temps, et cela concerne la plus grande partie des coopérations, beaucoup plus souvent, il s'agit de se réunir pour échanger, pour s'informer mutuellement, pour faire comprendre à l'autre les différences qui existent et en même temps prendre connaissance soi-même qu'une autre façon de faire existe. Peut-être pour répondre aux mêmes défis, pour traiter le même problème, mais on peut y arriver avec une façon très différente de faire, qui parfois peut même être une meilleure façon de faire, qui sait. Ça, c'est une première façon de coopérer entre Français et Allemands aujourd'hui. Une deuxième façon, beaucoup plus rare numériquement et beaucoup plus difficile, concerne des projets franco-allemands où il s'agit vraiment de bâtir quelque chose ensemble, de développer une approche commune pour soulever un défi commun, un problème qu'on partage, pour essayer de résoudre quelque chose un problème qu'on a en commun.
Alors, sur le premier cas, sur les échanges, les informations mutuelles, je pourrais citer la coopération régionale entre la Rhénanie du Nord-Westphalie, le land le plus peuplé de l'Allemagne, et la région des Hauts-de-France, la région française la plus densément peuplée après l'Île-de-France. Cette coopération qui débute un peu officiellement en 2004 et qui connaît une formalisation avec une convention en 2014, englobe des activités multiples, l'échange de fonctionnaires, les rencontres entre experts sur une politique particulière ou sur un phénomène social particulier. Et la plupart du temps, il s'agit d'apprendre mutuellement de l'autre, de mieux comprendre les bonnes pratiques, comme on dit aujourd'hui, qui peuvent exister de l'autre côté. Sur le contenu, c'est très souvent des questions de transformation économique et écologique, donc c'est proche de ce que vous tentez faire dans le cadre de votre œuvre. Pour le cas de la Rhénanie du Nord et des Hauts-de-France, il s'agit souvent de la question de comment transformer les anciens bassins miniers, longtemps dominés par l'exploitation du charbon et la production de l'acier, et de les rendre adaptés pour l'avenir. Nous trouvons également des échanges autour des industries innovantes, de la production des batteries ou du recyclage des plastiques. Et on peut résumer que nous avons donc un cadre institutionnel pas très contraignant, pas très structuré, mais néanmoins pressant, qui donne une légitimité et une visibilité à ces initiatives. Nous avons des acteurs qui sont exposés à des défis comparables et nous trouvons assez souvent impliqués dans ces échanges des acteurs qui disposent déjà d'une expérience franco-allemande dans un autre cadre, dans un jumelage, dans un échange. Comme dit, ces rencontres, ils sont la plupart du temps tournés vers l'échange d'informations et la plupart du temps, il s'avère très utile d'associer un animateur, un modérateur actif qui permet aux Français et aux Allemands de se comprendre, de prendre conscience de leurs particularités et de faire comprendre aussi la situation, la position, les explications de l'autre. Un deuxième exemple qui est très similaire concerne une série de séminaires et un cycle de travaux que nous avons organisés à partir de 2006 au défi à la suite des émeutes de banlieue en 2005 en France, sur demande du Premier ministre et du ministre des Affaires européennes français, évidemment, de l'époque, et qui réunissait dans un premier temps autour de 80 représentants du niveau local et communal, politique, mais aussi de la société civile, des associations, la plupart, et c'est la particularité ici, sans expérience franco-allemande préalable. Donc, c'était des acteurs qui n'avaient en partie jamais mis un pied en France et en Allemagne et qui s'étaient retrouvés pour échanger autour du sujet intégration et égalité des chances. Cette initiative a ensuite été reprise par la société civile, par la Fondation Bosch qui l'a financée pendant 5 ans. Pendant 5 ans, les élus locaux, les maires, mais aussi les représentants de la société civile, les associations, des quartiers, se sont retrouvés pour échanger autour de différents sujets liés à cette question de l'intégration sociale et de l'égalité des chances. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience qui est tout à fait semblable à quelques approches que vous souhaitez mener? Motiver le niveau politique était un peu plus difficile que motiver le niveau associatif, mais l'échange au niveau des associations, des représentants des quartiers fonctionnait très bien. Cela nécessitait par contre un accompagnement actif, des animateurs ou des modérateurs qui permettaient à chacun de trouver sa place, de prendre conscience de sa particularité, encore une fois, et des différences de l'autre côté pour permettre une communication entre Français et Allemands et ensuite pouvoir se retrouver autour des expériences tout à fait similaires, mais menées dans un cadre très différent. Par contre, ces coopérations-là, qui n'impliquaient pas d'acteurs qui étaient déjà
qui venaient déjà avec une expérience franco-allemande, n'ont pas abouti à quelque chose de durable, à un réseau durable qui existerait en dehors du soutien des offres franco-allemandes qui les accompagnaient à l'époque. Donc, il fallait, pour que ça marche, une politique de l'offre, une véritable politique de l'offre franco-allemande, des opportunités, plus des acteurs qui les mettaient en œuvre, avec des subventions publiques, avec un réseau d'experts qui pouvaient accompagner et canaliser l'échange des expériences. Je pourrais continuer sur plusieurs autres expériences, mais le résultat, c'est toujours la même. Il faut donc, si on retient quelques éléments, pour travailler à une coopération franco-allemande dans la durée qui travaille sur le fond des sujets, au-delà des rencontres et des échanges dans le cadre des jumelages, une structure de coopération franco-allemande qui existe déjà, un jumelage, un échange, un programme franco-allemand qui donne un cadre et de la visibilité, une légitimité, si vous voulez, qui offre un accompagnement et des financements, et dans ce cadre, une équipe d'experts, d'animateurs, modérateurs qui peuvent jouer le rôle de modérateurs interculturels qui permettent aux Français et aux Allemands de se comprendre. Sans le programme franco-allemand, sans l'offre, l'effet des rencontres se perd très vite et ne dispose pas de la visibilité au-delà du moment et au-delà de ceux qui sont impliqués directement dans ces expériences. Et sans les accompagnateurs, animateurs, les rencontres risquent d'échouer sur des déficits communicatifs, de l'incompréhension et créer de la frustration. Je souhaiterais dire plus brièvement 2 mots sur des coopérations plus rares à trouver au niveau des territoires toujours où des partenaires essayent de réaliser ensemble une politique d'innovation commune ou de développer des infrastructures publiques ensemble. C'est donc une autre constellation, si vous voulez. Cela reste plus difficile encore que les exemples cités à l'époque, et pourtant nous avons quelques exemples aussi. La plupart du temps, nous sommes ici dans un cas de figure où le rayonnement d'un grand partenaire permet à un plus petit partenaire d'accepter ce fait, qu'il y a le rayonnement d'un grand, et de s'inscrire dans ce rayonnement sans pourtant se sentir dominé ou imposé ou devant une coopération imposée. Je vous donne 2 exemples très rapidement. Le fameux tram de Strasbourg à Kehl. Donc là, il s'agit du développement commun d'une infrastructure publique. Si vous connaissez un tout petit peu le projet, vous vous souvenez des difficultés qu'il fallait surmonter, qui étaient énormes. C'est aujourd'hui un énorme succès, mais il fallait pour cela que Kehl, donc le plus petit des partenaires, trouve un moyen de s'inscrire dans la politique strasbourgeoise du grand partenaire, la politique de développement des transports publics menée par cette eurométropole, tout en s'assurant que Strasbourg et l'eurométropole allaient respecter quelques priorités importantes qui existaient pour Kehl. En fin de compte, ce projet bénéficie à tout le monde, mais les difficultés qu'il y avait à surmonter étaient énormes. Un deuxième exemple qui est encore en cours concerne le développement économique et l'innovation. C'est mon exemple autour de Karlsruhe, donc cette ville au nord de la zone de coopération transfrontalière du Rhin supérieur, où s'est développé pendant plusieurs années avec le concours des entreprises, le soutien des acteurs publics, autour des écoles et des laboratoires d'excellence, un cluster d'innovation d'une renommée mondiale, entre-temps, autour du KIT, du Karlsruhe Institut für Technologie. Longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on a cherché si cette transformation ne pouvait s'inscrire dans un projet franco-allemand politique, dans la logique d'une politique de développement économique et transfrontalière. Or, il se trouve que si on entend par là qu'on aurait pu décider ensemble des clusters à développer, la robotique, l'intelligence artificielle, ou où est-ce qu'il faut installer un fournisseur au nord d'Alsace ou une université en Moselle pour profiter, pour contribuer au rayonnement de Karlsruhe, de ce pôle d'excellence, cela n'a pas été possible. Cela a été trop complexe à réaliser face aux intérêts propres maintenus et défendus par chacun. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'il y avait absence de coopération. Ce qui se passe, il me semble, c'est un peu différent. Devant l'attractivité de Karlsruhe, donc le grand partenaire dans cette constellation, facilité par
les politiques européennes et surtout transfrontalières et franco-allemandes qui existent déjà, qui permettent aux uns aux autres de traverser la frontière s'il n'y a pas la pandémie. Les acteurs économiques, les entreprises, mais aussi les chambres consulaires, les habitants à Wissembourg, à Haguenau et au-delà, ils ont en quelque sorte fait leur propre choix et poussé la politique locale, régionale, voire nationale vers une intégration de cette région dans le périmètre de Karlsruhe, en adoptant, en réagissant aux besoins et aux atouts de ce pôle d'attractivité. Et cela n'est pas grave. Cela a même été bénéfique à toute la région. Et aujourd'hui, nous voyons que quelques-uns des décideurs politiques publics dans la région commencent à orienter leur politique qu'ils mènent vers cet état de fait, vers cette constellation. On demande une politique publique de transport avec une ligne de chemin de fer qui va de Karlsruhe à Rastatt, à Haguenau, à Sarreguemines, à Saarbrück, qui existait dans le temps, mais qu'il s'agirait de reprendre en service. On raisonne devant l'existence de cette constellation. Même si vous allez sur le site du KIT à Karlsruhe, il n'y a rien de franco-allemand. C'est rédigé en allemand, en anglais, et il n'y a pas de carte franco-allemand institutionnalisée et pratiquement pas de publication en français. Donc ça, c'est un exemple où vous voyez comment ça peut fonctionner aujourd'hui grâce à la confiance, et c'est ma conclusion, qui a été développée, qui s'est développée entre français et allemand. Ça n'existerait pas sans le cadre plus large franco-allemand et européen, mais c'est pas à proprement parler un projet franco-allemand sur le terrain. C'est quelque chose qui s'est développé par la situation telle qu'elle est et avec des éléments qui sont plutôt rares à retrouver dans le franco-allemand. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et désolé pour avoir été un peu trop long. Non, merci, c'était absolument passionnant de vous entendre et c'était passionnant d'avoir une vision qui est à la fois ambitieuse et réaliste de la manière dont les choses se passent. Les choses ne tombent pas toutes cuites du ciel et il y a un savoir-faire accumulé que vous avez partagé avec nous sur ce qui fait qu'on peut réussir des coopérations, quelquefois dans la brève durée, quelquefois dans des durées plus longues, mais il y a des conditions pour y arriver. Et vous avez beaucoup insisté sur les conditions d'accompagnement, sur l'engagement pérenne d'un certain nombre de ressources, sur les ornières dans lesquelles on peut tomber si on ne prend pas garde. Je pense que c'est absolument précieux d'avoir ça et qu'on va tous avoir ça en tête en abordant la séquence centrale de notre réunion de ce matin avec des zooms successifs sur les enjeux de nos thèmes et des 3 territoires qui les incarnent. Je vais donc tout de suite passer la parole pour la séquence suivante à Martine Montborel et à Frédéric Plaisant du GIP Eura Énergie qui vont nous parler de l'expérience qu'elles vivent à Dunkerque et ce sera animé par Bérangère Mesqui. Je vous signale que nous avons eu un certain nombre d'éléments qui étaient traduits en allemand ou traduits en français selon la langue de l'intervenant. Il y a eu un moment où on a perdu un tout petit peu en route et donc on mettra tous les éléments traduits sur le site pour ceux qui auraient perdu quelques éléments en cours de route. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera accessible à l'avenir. Bérangère, je te passe la parole avec Martine Montborel et Frédéric Plaisant. Merci Gilles. Oui, donc on va parler maintenant de transition industrielle et énergétique à partir de l'expérience de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors que le territoire de Dunkerque, vous le savez tous, c'est un territoire qui est fortement industrialisé depuis les années 50, qui accueille des producteurs d'énergie et de nombreuses industries lourdes. Et donc c'est un peu une sorte de laboratoire des sujets compliqués en matière de transition climatique. Il y a au moins 3 volets de la stratégie nationale bas carbone qui impactent fortement le territoire de Dunkerque. D'abord, le volet production d'énergie. Donc, vous le savez, on s'est fixé l'objectif d'être neutre en carbone à 2050. Ça passe par une décarbonation complète de la production d'énergie à cet horizon et par une diversification de nos modes de production d'énergie. Et donc ça passe à la fois par
un recours plus massif aux énergies renouvelables qui doivent atteindre 33% de notre consommation finale à horizon 2030 et par une réduction de la part du nucléaire dans la production électrique qui doit, lui, atteindre 50% de la production électrique donc en 2035. Et dans cette perspective, il est prévu que deux des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est donc sur le site de la communauté urbaine de Dunkerque, soient fermés à cet horizon. Donc ça impacte sans doute assez fortement le territoire. Le deuxième volet donc, de la stratégie nationale bas carbone avec lequel dont doit traiter la communauté urbaine de Dunkerque, c'est la question de la transition industrielle, la transition climatique de l'industrie. L'industrie aujourd'hui, c'est 17% de nos émissions de CO2, mais c'est un secteur dans lequel les émissions sont très fortement concentrées, puisque 90% des émissions du secteur industriel se concentrent sur 9 segments, dont l'acier. Et je rappelle que le site de la communauté urbaine de Dunkerque accueille l'usine ArcelorMittal de Grande-Synthe. Donc là encore, un beau sujet pour Dunkerque. La stratégie nationale bas carbone vise une réduction de 81% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie à horizon 2050. Ça passe à la fois par des nouveaux procédés, qui seraient des procédés bas carbone, par le développement de l'économie circulaire. Peut-être, à titre d'exemple, si on produit de l'acier à partir de matières recyclées, ça permet de diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre de la production d'acier par rapport à une production à partir de matières primaires. Donc c'est un axe important de la décarbonation de l'industrie. Ça passe également par la valorisation de la chaleur fatale. Donc on utilise la chaleur produite par une des usines pour soit chauffer des logements, soit répondre à des besoins thermiques d'autres usines qui peuvent être à côté. Et ça passe également par la substitution des combustibles fossiles restants par des énergies alternatives. Donc tout ça, ces pistes-là, ça s'organise assez fortement au niveau du territoire. Et donc, il y a un rôle important des pouvoirs publics et du territoire pour gérer cette transition de l'industrie. Et le dernier volet qui impacte aussi fortement le territoire de Dunkerque, c'est la décarbonation des transports, dont on vise qu'ils soient complètement décarbonés aussi à horizon 2050, et notamment du grand port de Dunkerque, qui est le 3e port de France, qui est extrêmement utile pour approvisionner tout ce bassin industriel et puis pour exporter par ailleurs. Et donc là aussi, la stratégie nationale bas carbone prévoit que les ports déploient des infrastructures dédiées aux carburants alternatifs. Et là encore, c'est un sujet territorial. Donc, on voit bien que cette transition climatique, c'est un vrai challenge pour Dunkerque. C'est quelque chose qui se prépare dès aujourd'hui parce que les équipements industriels, notamment, sont des équipements à longue durée de vie. Un haut fourneau, ça a une durée de vie de 50 ans. Donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut faire les bons investissements pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Il y a besoin d'investissements nombreux pour passer du stade de démonstrateur à un niveau de production industrielle. Et puis, bien sûr, il y a un gros enjeu sur les emplois et les compétences qui doivent s'adapter pour accompagner cette transition. Du coup, ma première question donc, à Madame Plaisant et Madame Bonborren, comment est-ce qu'un territoire industriel comme Dunkerque s'organise pour pour rentrer dans cette transition climatique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Oui, bonjour. Je vais me permettre de commencer tout d'abord par vous remercier, en tout cas, monsieur le commissaire général, monsieur l'ambassadeur, messieurs les députés et mesdames et messieurs les directeurs, de pouvoir prendre part à ces travaux sur le forum franco-allemand. Pour nous, c'est aussi un honneur de pouvoir faire état de notre dossier, même si le temps qui nous est imparti ne nous laissera pas raconter et développer tout le cheminement du dossier de transition énergétique. D'excuser aussi notre président, Patrice Vergrit, qui ne peut participer à nos échanges aujourd'hui. Et puis de rappeler aussi que le GIP Eura-Énergie est une jeune structure qui a été créée il y a maintenant 15 mois simplement et qui rassemble en fait 5 acteurs majeurs du territoire, notamment une association d'écologie industrielle qui s'appelle Ecopal, mais également la communauté urbaine de Dunkerque, qui est établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants, une autre association de promotion d'attractivité du territoire, Dunkerque Promotion, une agence d'urbanisme avec l'AGUR et aussi une autre association spécialisée dans le domaine énergétique, Pôle Énergie. Voilà pour la composition du GIP Eura-Énergie et je passe la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, notamment pour l'introduction sur le territoire.
Comment on fait pour un territoire comme Dunkerque, ça a été dit en introduction, c'était un territoire très industriel, donc il y a dû, et c'était effectivement très florissant il y a 40 ou 50 ans, donc on a très tôt dû faire face en fait à des crises et on a dû forcément s'adapter. Donc c'est passé par l'adaptation en fait de l'emploi. Ça a été avec des enjeux en fait de maintien d'industrie sur le territoire, et ça a été une vraie préoccupation du territoire, de la collectivité. Donc c'est vrai que nous, le travail entre la collectivité et les industriels, il date pas d'aujourd'hui. Hein. On a parlé d'écologie industrielle, ça fait 60 ans en fait qu'on fait de l'écologie industrielle sur le territoire. Donc c'est une notion qui est bien commune aujourd'hui, mais qui n'était pas forcément à l'époque. Hein. Donc ça a été rappelé aussi, on est la première plateforme énergétique d'Europe, alors avec du très bon et peut-être du moins bon. Voilà, on va pas s'étaler sur tout ce qu'on a comme industrie et entreprise sur le territoire. Mais on est effectivement aussi le territoire le plus émetteur de CO2 de France, avec ArcelorMittal pour pas le nommer. Donc tout ça a amené de la réflexion sur la décarbonation, ça a amené de la réflexion sur l'économie circulaire. On a un réseau de chaleur qui est alimenté par la chaleur fatale qui date des années 80. Hein, donc on a créé un réseau de chaleur de 40 km sur le territoire alimenté par la chaleur fatale des hauts fourneaux. Donc c'est quand même quelque chose qui à l'époque était vraiment innovant. Et encore aujourd'hui, on continue d'innover sur ce secteur-là. On l'a développé, on a fait un schéma directeur il y a quelques années sur le développement des réseaux de chaleur, et on a été amené à construire des extensions et un nouveau réseau sur une commune du territoire, aussi alimenté à 90% par de la chaleur fatale. Donc c'est quand même des choses qui peuvent se faire aussi grâce à l'industrie qu'on a sur le territoire et grâce aux relations en fait, que la collectivité entretient avec ses industriels. Donc on a effectivement il y a aussi Ecopal, ça a été cité, hein, qui est une association qui anime en fait l'écologie industrielle et donc qui du coup entretient le réseau. Et il y a régulièrement en fait des échanges entre la collectivité et des industriels sur plein de sujets différents. Là on parlait du CO2. Il y a un club CO2 qui rassemble en fait la collectivité, la CCI, le pôle énergie qu'on a nommé tout à l'heure, des industriels, et ils travaillent aujourd'hui à l'élaboration d'une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et il y a des objectifs, nous, à fixer à 2030, notamment pour Arcelor sur le territoire. Donc il y a une feuille de route qui a été élaborée, et aujourd'hui on est en phase... La phase d'après, c'est l'opérationnel, c'est comment on met en place les moyens qui vont bien pour atteindre ces objectifs-là, sachant que les industriels n'attendent pas forcément non plus les territoires, hein, ils sont très autonomes et très proactifs. Globalement, ils ont déjà des idées, ils sont très acteurs. Voilà, en termes d'investissement, c'est aussi... ils sont très mobilisés. Nous, on les accompagne en tant que facilitateurs. On les accompagne aussi sur la mise en réseau, sur l'accompagnement de recherche de financement, même si pour certains, ils sont aussi déjà, ils n'ont pas forcément besoin du territoire. Enfin voilà, ça dépend un petit peu à qui on a affaire. Donc, ça a été rappelé aussi, la collectivité. Alors, il y a l'action des industriels, il y a l'action de la collectivité. Donc, nous, on a travaillé effectivement sur l'extension d'un réseau de chaleur qui est alimenté en chaleur fatale. On a le bus gratuit sur le territoire depuis 2018. Donc, ça, c'est quand même aussi un transport en commun 100% gratuit sur le territoire. Bon, ça a suffisamment été... ça a fait l'objet de beaucoup de communication, donc je pense qu'il y a peu de personnes qui est passé à côté de l'information. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur la transition du territoire? Aujourd'hui, on travaille... peut-être pour revenir un petit peu sur la collectivité, la politique énergétique et la transition énergétique, c'est une politique qui a été mise au cœur en fait, des politiques publiques, parce qu'on avait une direction énergie depuis les années 90. Donc c'était vraiment, c'était un sujet très tôt, et c'est lié à l'histoire du territoire, hein, vous l'expliquez, l'industrie, la centrale nucléaire, voilà, donc c'est quelque chose qui a très tôt émergé comme une politique importante en fait, de la collectivité.
Et c'est un travail qui est mené déjà depuis plus de 30 ou 40 ans sur le territoire. Il y a un tas d'expérimentations qui ont été menées, le projet GRID avec l'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz. On a créé les assises européennes de la transition énergétique aussi, qui existent depuis 1998. C'est un événement quand même qui rassemble un public alors essentiellement francophone, mais qui a vocation à attirer aussi du public européen sur le partage d'expériences. C'est destiné aux collectivités. Tu veux intervenir, Frédéric? Non. On prend la parole à deux. Alors du coup, on a l'habitude, mais non. Donc l'événement aussi qui a été créé en 98 et qui s'organise aujourd'hui à Bordeaux et sur le territoire du Grand Genève. Et le projet, on a aussi d'autres projets. Alors je le fais un petit peu dans le désordre, je suis vraiment désolée. En fait, oui, pour compléter, en fait, on a déjà plein de choses sur le territoire en termes d'exemples d'écologie industrielle et d'économie circulaire. On va pas faire toute la liste parce que ce serait, voilà, on pourrait faire l'impasse sur quelques-uns. On a des centres de valorisation énergétique et organique pour travailler aussi sur la question des déchets. En fait, on veut vraiment faire de cette écologie industrielle et d'économie circulaire une force pour le territoire plutôt que des freins ou en tout cas des inconvénients. Il faut qu'on en fasse demain des forces et des avantages, voilà, dans le cadre de la transformation. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes lauréat de l'appel à projet Territoire d'innovation qui a été lancé par l'État dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Pour vous, ça a apporté quoi d'être lauréat de ce projet-là ? Alors, beaucoup de choses pour rappeler l'historique. C'est un projet qui a démarré en 2017 suite à un appel à projet de l'État sur ce qu'on appelle le PIA 3, les investissements d'avenir, où l'État proposait un cahier des charges et on était à plus de 100 collectivités, institutions, organismes à répondre et il fallait générer un processus, en tout cas on s'est mis d'accord nous sur le territoire pour un processus de transformation industrielle portuaire. Et donc, on a répondu à cet appel à projet et on a été sélectionné parmi 24 territoires lauréats en France. Donc, on est troisième, on est arrivé troisième en termes de financement derrière 2 grandes régions. Dans ce projet, concrètement, c'est l'histoire, en fait, c'est le récit d'une symbiose territoriale, c'est-à-dire acteurs industriels, collectivités et plus de 70 partenaires qui vont de la start-up à la multinationale, de l'habitant aux associations de participation d'environnement liées aux habitants, aux communes, aux chambres consulaires aussi, chambres de commerce, chambres des métiers, chambres de l'artisanat, et aussi aux filières de recherche et de développement avec les universités, les écoles d'ingénieurs, puisque en fait c'est un projet très global. C'est un projet qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir à peu près sur 10 ans, on a contractualisé l'année passée avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires qui est l'opérateur délégué pour l'État. On a contractualisé pour 10 ans pour mener avec les partenaires 15 actions dans 4 axes stratégiques, donc la transition énergétique, l'amélioration de la qualité de l'air, l'écologie industrielle et les toiles et tout ce qui est numérique, en fait, l'intelligence territoriale. Et avec un enjeu qui est transversal, mais je ne vais pas effleurer le sujet parce qu'il y a un autre sujet qui est évoqué après par un autre territoire. En tout cas, dans notre dossier, c'était une obligation imposée par la Caisse des dépôts et consignations qui était la participation citoyenne et l'impact des actions sur l'habitant. C'est-à-dire qu'il faudra aussi qu'on puisse démontrer que l'habitant, et en fait, il reçoit un impact et ça améliore aussi sa qualité de vie. À partir du moment où on va travailler sur les polluants, sur les gaz à effet de serre, à partir du moment où on va améliorer justement ou réduire les émissions de carbone en lien avec les industriels, c'est aussi améliorer l'attractivité du territoire, c'est aussi travailler sur les filières et compétences, c'est aussi travailler sur l'image aussi des industriels qui en ont assez aussi d'être à la fois taxés et à la fois montrés du doigt en termes de communication. Et donc, on a trouvé un intérêt collectif, c'est-à-dire malgré des intérêts concurrentiels, entre parfois des énergéticiens, des startups, des intérêts privés, on a réussi à monter un projet collectif d'intérêt public et privé. Le territoire va bénéficier, donc, dans cette contractualisation, normalement de 38 millions d'euros de la Caisse des dépôts et consignations pour un effet levier, puisque ces 38 millions d'euros vont permettre de monter un projet sur les 15 actions qui s'élève à 288 millions d'euros. Voilà, avec des actions qui vont s'étaler de 3 à 4 ans jusqu'à 10 ans. C'est un projet qui est mené à 10 ans, avec des objectifs et des critères d'évaluation qui sont très cadrés, qui sont stricts.
Et parmi les objectifs, on en a un qui est un peu fou. Tout à l'heure, on parlait de nulle part ailleurs. On a fixé un objectif commun de dire on arrive en 2030 à 0 jour de dépassement de pic de pollution. Donc, autant dire que les 70 partenaires qui ont signé la feuille de route ont en tout cas, on a parfois des cheveux gris à se faire parce qu'il faut qu'on arrive à tenir cet objectif. Alors, l'effet levier, il est important puisqu'effectivement, 1 euro apporté de la Caisse des dépôts et consignations permet d'injecter 6 euros par les partenaires publics et privés en investissement. Et pour la partie subvention, on va de 1 euro à 12 euros. Donc, c'est quand même un effet levier important. Et il y a un effet réplicabilité qui est recherché, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on peut expérimenter, démontrer sur le territoire industrialo-portuaire dunkerquois, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller le vendre et de servir de vitrine pour d'autres territoires. Voilà. L'enjeu transversal de la participation citoyenne, elle se fait aussi avec d'autres dispositifs de l'agglomération, puisque on a une alliance territoriale avec un territoire rural qui est la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, excusez-moi, et un partenaire aussi transfrontalier, puisqu'on est à côté de la Belgique, qui est le GECT. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des actions communes dans le domaine de la mobilité, ou dans le domaine de l'emploi, parce que pour nous, c'est aussi un vecteur important. Et donc, on a constitué 10 groupes de travail avec des secteurs thématiques où tous les partenaires publics et privés participent et contribuent et font émerger des projets dans ces groupes de travail. D'accord, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Moi, je vois que c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. La question, c'est est-ce que des territoires, voilà. Je pense que les territoires qui sont depuis moins longtemps sur le sujet vont pouvoir se nourrir de votre réflexion. Et effectivement, c'est très intéressant de voir comment vous évoluez. Oui. Alors, j'ai peut-être oublié aussi une précision, mais c'est important puisqu'on parle aussi par rapport aux échanges franco-allemands. En fait, l'idée aussi dans ces 288 millions d'euros de coûts total des actions investissements, on va aussi aller chercher des cofinancements publics à travers les fonds européens comme le FEDER ou le FSE. Là, on attend notamment la prochaine programmation, mais c'est aussi à travers le plan de relance que l'État vient de lancer. Donc, c'est aussi une cellule de partenariat et de financement qui est à la recherche d'aide pour organiser l'activité économique et y compris pour développer éventuellement des pépites qui pourraient émerger sur le territoire. D'accord, merci beaucoup. Et alors effectivement, on voit donc la dimension historique et puis la dimension partenariale avec un nombre d'acteurs très important et une implication de tous sur le territoire. Donc un challenge à relever pour les autres territoires qui doivent aussi mettre en place une transition industrielle. Merci beaucoup. Gilles, je te rends la parole. Merci beaucoup à Martine Bomboren et à Frédéric Plaisance. C'était passionnant de vous entendre. On était venu une assez grosse équipe de France Stratégie à Dunkerque il y a quelques années et je suis impressionné par tout ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous dites. Et au fond, une des choses fascinantes dans ce que vous nous avez apporté, c'est la conjonction entre des problèmes de très très grande taille, industriels, écologiques, économiques, et la nécessité d'avoir de très très nombreuses initiatives pour trouver des solutions dans toute une série de domaines. Et ça, vous avez fait passer le message de manière extrêmement stimulante pour nous et on va s'inspirer de ce que vous nous avez dit pour les travaux qui nous restent à mener. Et donc, tout de suite, passer la parole à Julien Perdrija et à Gilles Bonmory. Julien Perdrija, donc, est délégué de la Fabrique des Transitions et Los Ogoel est composante fondamentale de cette fabrique. Gilles Bonmory, chez nous, est le secrétaire permanent de la plateforme RSE. J'ai oublié de préciser que Bérangère Mesqui est la directrice du département développement durable et numérique chez nous et évidemment particulièrement intéressée par ce que pouvaient nous dire les représentantes de Dunkerque. Je vous passe tout de suite la parole, Gilles et Julien Perdrija. Merci beaucoup. Ça va prolonger la discussion que nous venons d'avoir. Donc, Julien Perdrija, vous avez travaillé quelques années à la ville de Los-en-Gohel, donc dans le bassin minier du Pas-de-Calais, d'abord en tant que chargé de récit, et je pense qu'on parlera de ce que cela veut dire, et comme directeur du cabinet du maire Jean-François Caron pendant le mandat municipal 2014-2020, ce qui fait que vous avez été partie prenante de ce qu'on a pu appeler la méthode Los-Soir de Los-en-Gohel de conduite du changement, à la fois à Los et dans les collectivités territoriales du bassin minier sur les enjeux de transition énergétique, on vient d'en parler, transition alimentaire, ce sera aussi le sujet qui sera abordé
après et de transition démocratique. Alors aujourd'hui, vous animez le dispositif Ville, Pair, Territoire Pilote de la transition. Et comme cela vient d'être dit, vous êtes le délégué de la Fabrique des transitions qui participe au forum pour l'avenir franco-allemand. Et donc cette Fabrique de transition qui a été lancée par Lausanne-Gohelle, mais aussi avec Grande-Synthe, qui est une commune du Nord, dont on a parlé aussi, Malonnet en Seine-Maritime ou le Menet dans les Côtes-d'Armor et d'autres collectivités, avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs de la recherche, avec le soutien de l'ADEME. Vous conduisez donc ces travaux de la Fabrique des transitions et c'est l'ensemble de ces expériences cumulées qui nous amènent à parler avec vous aujourd'hui de l'implication des citoyens, de la participation des citoyens, donc des méthodes pour réussir cette implication et des résultats que l'on peut attendre de cette implication citoyenne dans les programmes de transition. Donc, je commencerai par dire deux mots sur le fait que ce sujet de la participation citoyenne est installé dans le débat public largement. Il est aussi au cœur des travaux du Forum franco-allemand pour l'avenir, bien sûr, et il est aussi de longue date dans ce sur quoi France Stratégie travaille. On a travaillé il y a déjà longtemps, en 2008, ce n'était pas France Stratégie, c'était le Centre d'analyse stratégique, sur la participation des citoyens et l'action publique, qui est un rapport, comme son nom l'indique, qui a voulu explorer ces méthodes. Et je le signale parce que c'est un signe aussi qui comportait déjà une étude de cas sur la situation allemande des jurys citoyens en Allemagne, donc la réflexion sur la façon de faire participer les citoyens, à la fois en France et en Allemagne. C'est déjà une réflexion qui remonte à quelques années pour nous. Cette réflexion sur la place de la participation des citoyens dans la définition de la politique publique, on a continué à l'approfondir dans un travail sur l'action publique de demain que nous avons publié en 2015. En 2018, on a travaillé sur la défiance des citoyens vis-à-vis de l'expertise. Et là encore, nous avons pu insister sur le fait que la mobilisation de l'expertise citoyenne était une manière de répondre aux problèmes de défiance rencontrés dans la société. Donc ça, c'est pour montrer que cette réflexion, elle se construit et elle s'approfondit progressivement. Et par ailleurs, on ne fait pas que en parler, puisque dans plusieurs de nos projets, on est amené à impliquer bien sûr les citoyens, plusieurs instances de concertation impliquent les citoyens. Nous avons aussi participé à des dispositifs nationaux de démocratie participative, comme le grand débat national récemment ou la conférence citoyenne pour le climat. Donc ces exercices-là sont à la fois dans nos pratiques et dans nos centres d'intérêt prioritaires pour penser l'action publique. Alors, ce qu'on tire de ces observations, c'est que cette implication citoyenne peut répondre à 3 types d'enjeux au moins. Un enjeu démocratique, puisqu'il s'agit de rapprocher les gouvernés de la décision publique et d'expliquer la décision publique. Un enjeu d'expertise, parce qu'on peut parler de l'expertise du quotidien, de l'expertise citoyenne qui vient compléter l'expertise des sachants plus traditionnels, et un enjeu opérationnel, puisque c'est plus facile de mettre en œuvre une politique publique qui a fait l'objet d'un consensus. Et donc, j'en arrive à ma première question. À Lausanne-Gohelle, quels sont les enjeux auxquels il s'agissait de répondre, quelles sont les crises auxquelles il s'agissait de répondre, et quelles étaient les motivations pour vous amener à mettre en œuvre un ensemble de programmes d'implication citoyenne pour la transition. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup de cette question. Alors, Lausanne-Gohelle, c'est effectivement une ville qui a vécu une crise très forte à la fin des années 80, avec l'arrêt du charbon. C'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise environnementale aussi. On a 220 000 emplois de mineurs qui disparaissent en l'espace d'une génération, quand le territoire a été dédié à l'exploitation du charbon pendant plus de 3 siècles. C'est des sols et des eaux qui sont extrêmement pollués. Pour exemple, le sol de Lausanne-Gohelle s'est affaissé de 15 mètres. C'est le cours des rivières qui s'est inversé. Ailleurs dans le territoire, on a des lacs qui sont apparus avec la remontée des eaux des nappes phréatiques. Donc, on fait face à les ruines, si vous voulez, d'un modèle de développement fondé sur l'exploitation sans limite des énergies fossiles et apparaît un territoire néo-naturel, néo-industriel dont on ne sait pas très bien quoi faire. Et finalement, c'est un peu les prémices de la transformation radicale qu'on est en train de vivre depuis une quinzaine d'années et qui s'accélère tant qu'on ne change pas de référentiel de développement.
Et au final, au-delà de la crise économique, sociale et environnementale, c'est une crise de sens. Qu'est-ce qu'on va devenir? On ne veut pas mourir et pourtant il n'y a pas de projet. Un des rapports officiels parus dans les années 70, le rapport Lacaze, prévoyait de déplacer les habitants du bassin minier, c'est-à-dire de littéralement les changer de territoire et de les amener là où il y avait encore de l'industrie, puisque finalement, le territoire du bassin minier, c'était un territoire jetable, la logique du jetable aux antipodes du développement durable, il était plus productif, il n'avait plus de valeur. Et donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, à Losangoel, c'est l'idée que on n'allait pas mourir, qu'on allait trouver les conditions d'un rebond, alors pas uniquement par soi-même, parce qu'on aurait une capacité intrinsèque, on serait meilleur que les autres, mais parce qu'on saurait organiser en quelque sorte un changement de regard sur qui on était, ce qu'on faisait là et ce qu'on pouvait faire ensemble. Et ça a démarré dans les années 80 avec le maire de l'époque, Marcel Caron, qui était un maire assez visionnaire, avec une tendance autogestionnaire. Il avait monté des sociétés coopératives de production économique. On a lancé une dynamique culturelle. Alors ça peut paraître un peu en dehors du sujet, finalement, quand on fait face à une crise économique et sociale aussi forte. Qu'est-ce que vient jouer la culture là-dedans? Souvent, la culture, c'est pas essentiel. Et en fait, la culture, ça a permis de recycler littéralement l'image que se faisaient les habitants de leur territoire et donc l'image d'eux-mêmes. Un exemple, les terris. Les terris, à l'époque, dans les années 80-90, c'est considéré comme des décharges à ciel ouvert. C'est des endroits dans lesquels on n'a pas le droit d'aller. C'est des endroits qui sont dangereux, ça fume, c'est toxique. C'est des endroits dans lesquels on interdit aux enfants d'aller jouer parce que c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, c'est du patrimoine international, c'est du patrimoine mondial de l'humanité. Vous voyez, le changement de regard, il permet de regarder les choses différemment et finalement de trouver de la valeur là où la valeur économique, au sens classique du terme, a peut-être disparu et donc d'entamer une forme de changement d'imaginaire. Et du coup, ça s'est engagé, cette dynamique culturelle, à travers un festival culturel participatif qu'on a appelé les Goéliades et qui existe depuis près de 40 ans maintenant. Et donc, chaque année, on a des sons et lumières participatifs où les Lossois jouent sur scène ce qu'ils sont, ce qu'ils font et le rapport qu'ils ont au territoire. Dans les années 80, les spectacles parlaient de la mine. Ils étaient joués par les anciens mineurs et c'était une forme de catharsis pour exprimer leur rapport au monde. Dans les années 2015-2020, on avait des spectacles qui concernaient d'autres sujets, le rapport aux fêtes foraines, aux gens du voyage, voilà. Et à chaque fois, ces spectacles narratifs racontent quelque chose à partir duquel on peut construire et enrichir ce changement d'imaginaire et développer finalement des politiques de développement durable. Voilà, finalement, l'implication des habitants, juste pour conclure à cet endroit-là, c'est le moteur de la conduite du changement. Merci beaucoup. C'est une bonne entrée en matière. Alors, on aimerait savoir un peu comment démêler parmi l'ensemble des dispositifs participatifs qui existent et parmi lesquels vous avez sans doute progressivement dû choisir. Il y a beaucoup de conseils, de comités facultatifs ou prévus par la loi qui s'imposent. Ce qu'on voit, c'est qu'il y en a toujours plus des dispositifs. Peut-être que de manière rapide, on pourrait estimer que malgré ça, ça apparaît toujours insuffisant. Donc, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, quels ont été les choix que vous avez faits dans la mise en œuvre des dispositifs participatifs pour que ces dispositifs trouvent vraiment leur objectif et leur public et leurs résultats. Merci beaucoup de cette question. Au risque de paraître un peu impertinent, on s'est plutôt détaché, nous, des dispositifs, au sens des dispositifs institutionnels très cadrés, qui donnaient finalement la règle d'usage avant même qu'on ait pu les expérimenter. Au-delà des dispositifs, je pense que d'abord, il y a une volonté politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut faire avec ou est-ce qu'on veut faire pour? C'est une question clé. Et ça n'a pas du tout la même conséquence en fonction de la réponse qu'on apporte dans la pratique, la méthode de politique publique qu'on va déployer. Ensuite, cette volonté politique, elle s'incarne dans une posture. Comment on crée les conditions d'engagement des citoyens?
Est-ce qu'on veut les engager dans un dispositif déjà très cadré, déjà très normé, ou est-ce qu'on veut les engager à partir de ce qu'ils ont envie de faire eux? Donc, on part des volontaires et on part des opportunités. Et donc, on se met dans une posture de conduire le changement. On ne crée pas le dispositif ad hoc avant d'organiser les échanges. On part des opportunités avec lesquelles, grâce auxquelles les gens peuvent s'engager. Et quand je dis les gens, c'est les élus, c'est les agents des collectivités et c'est bien évidemment les citoyens. Et à partir de ces opportunités, on regarde du coup comment on peut construire quelque chose ensemble et éventuellement comment ça débouche sur un dispositif. J'y reviendrai. Comment on a fait dans les années 80-90, donc une fois que cette dynamique culturelle participative était lancée, on a organisé en fait un grand temps de diagnostic social et environnemental. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on pense au-delà de la culture et du spectacle réellement de notre territoire, au-delà du récit narratif qu'on peut raconter sur scène, concrètement, quels sont les enjeux, quels sont les besoins, comment on peut agir ensemble pour y répondre. Et ça, c'est un processus qui a mis 5 ans à se construire. À l'occasion d'une révision du plan d'occupation des sols. Donc, vous voyez, le dispositif, c'était réviser le POS, qui précédait les plans locaux d'urbanisme. Et en fait, la méthode employée, on est sorti du dispositif complètement pour mettre en place une démarche participative à tout va, très peu cadrée, très peu organisée, au sens où très artisanale finalement, parce qu'on démarrait tout juste dans la manière de penser et d'organiser ces processus d'implication. On a envoyé des questionnaires, on a organisé des réunions de quartier et eu des ateliers sur des thématiques différentes. Voilà, 5 ans pour aboutir. Alors, entre-temps, certes, à un plan d'occupation des sols révisé, mais c'est pas ça qu'on a discuté avec les citoyens. Ce qu'on a discuté, c'était les enjeux de leur quartier, les enjeux de la ville. Et ça aboutit en fait à une charte du cadre de vie. Cette charte, elle n'a aucune valeur juridique. Et pourtant, elle a toute la valeur d'usage et toute la valeur politique qu'on lui prête parce qu'elle a été co-construite, justement. Et ça pose ensuite la question de l'organisation managériale. Alors là, on rentre un peu dans les dispositifs, c'est-à-dire la façon dont des élus et des agents peuvent, non pas au détriment de leur santé, mais en développant leur santé et le sens qu'ils trouvent au travail, impliquer les citoyens et organiser ces processus participatifs. Et donc, sans rentrer dans le détail, une organisation réflexive, c'est-à-dire prendre le temps de regarder ce qu'on a fait, d'analyser les erreurs, parce qu'il y en a plein, on fait plein d'erreurs tout le temps, et d'améliorer finalement le sens de cette action et la manière dont ça se construit. Alors, il y a un dispositif qu'on a construit et qui s'appelle le 50-50, au-delà de l'information qu'on généralise, des réunions publiques, de consultation, des projets de coproduction, on va jusqu'à aménager les aménagements sur le terrain avec les citoyens. Le 50-50, c'est un dispositif ad hoc qui est de dire qu'on reconnaît aux citoyens un droit d'initiative, qu'on reconnaît aussi que les acteurs publics n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Et ce dispositif, il vise à dire, vous avez une initiative à prendre, prenez-la. C'est pas dans le plan de charge de la collectivité, c'est pas grave. On va vous mettre des moyens à disposition pour que, non pas nous fassions cette initiative, mais que vous la fassiez vous-même. Ça peut être des moyens techniques, ça peut être des financements, ça peut être de l'ingénierie de projet avec de l'accompagnement humain. Voilà. Ça, c'est un dispositif qui est très, très important pour faire en sorte que ça soit pas toujours les mêmes qui viennent dans toujours les mêmes dispositifs et les mêmes réunions, mais que ça parte bien des initiatives, des acteurs et de leur volonté de s'engager. Merci beaucoup. Le temps passe vite et il y a énormément de choses à dire. Peut-être un dernier mot sur la manière dont ces travaux-là peuvent être partagés, dont les traces qui sont laissées de ces travaux-là qui permettent ensuite de travailler à une évaluation en moins d'1 minute, si c'est possible. Ok, tout est possible. Sur les questions d'évaluation, moi ce que j'aime bien rappeler, c'est que tout ce qui compte ne se compte pas forcément, mais se raconte. Donc déjà sortir de la mesure par la métrique. Quand on fait un 50-50 avec les agriculteurs et qu'on rénove les chemins ruraux avec eux, je ne sais pas vous dire combien de kilomètres de confiance ça génère. C'est pas possible. Par contre, je sais vous dire que sans ça, on ne serait pas aujourd'hui à 10% de surface agricole utile en bio, avec des agriculteurs enferrés habituellement dans un système agroalimentaire industriel qui ont choisi et pris le parti des circuits courts de proximité pour pas avoir tous les œufs dans le même panier et pour expérimenter d'autres manières de penser leur métier. Voilà. Donc en 1 minute, sur l'évaluation, mettre en récit
poser des référentiels qui sont des points d'étape qui nous permettent de comprendre ce qu'on fait et de le transmettre à d'autres. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à tous les deux et merci vraiment chaleureusement à Julien Perdrija. Vous avez eu plusieurs formules que je crois on a été nombreux à noter, l'idée qu'on n'allait pas mourir et c'est le moment où on prend son destin en main comme vous l'avez fait. Et c'est très très frappant. Et puis évidemment, je crois qu'on a été nombreux à noter ce qui compte. Ça ne se compte pas forcément, mais ça se raconte. Et c'est un point extraordinairement important. On est malheureusement pris par le temps, donc je vais tout de suite passer la parole à Gilles Perrol, qui est adjoint au maire de Montsartou. Et cette séquence de notre débat va être animée par Julien Fausse, qui est l'adjoint de la directrice du département du développement durable et numérique chez France Stratégie et qui a un intérêt particulier sur les questions agricoles et d'alimentation. Julien et Gilles Perrol. Bonjour, merci Gilles de cette présentation. On va donc évoquer les questions de transition alimentaire, qui est un sujet particulièrement important, puisque notre alimentation impacte directement la structure du système agricole. Notre système agricole est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, à l'origine de l'utilisation de produits qui ont des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé. On peut parler des pesticides, on peut parler des engrais de synthèse, et ça représente une part assez importante de nos émissions de gaz à effet de serre. En France, l'agriculture et l'alimentation, c'est environ 20% de nos émissions de gaz à effet de serre nationales. Donc, faire évoluer nos modes de consommation alimentaire pour essayer de faire évoluer en lien avec cela notre système agricole et réduire les impacts de ce système agricole sur l'environnement constitue un élément très, très important. D'autres points sont liés à cette transition. Bien évidemment, cette transition doit tenir compte des enjeux nutritionnels, des enjeux de santé publique, et l'alimentation occupe une place très importante dans la prévention d'un certain nombre de maladies, je pense à l'obésité ou je pense à d'autres maladies intercurrentes. Et puis enfin, le troisième point clé de cette transition alimentaire, c'est la question centrale de la rémunération des agriculteurs. Comment peut-on concilier une meilleure rémunération des agriculteurs et cette transition? Comment peut-on également assurer l'accès du plus grand nombre de consommateurs à une alimentation plus durable, de meilleure qualité? Alors, pour évoquer ces points, nous allons en discuter avec Gilles Perrol, qui est maire adjoint de la commune de Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, une commune d'environ 10 000 habitants, je crois, mais Gilles précisera cela. Et vous avez mis en place à Mons, depuis maintenant de nombreuses années, un système très original qui est aujourd'hui évoqué de manière assez emblématique comme un exemple de transition alimentaire, de développement d'une production locale biologique agricole qui permet d'alimenter directement les enfants des cantines de Mons. Alors la première question, Gilles, serait de savoir comment vous êtes allé et arrivé à cette transition. Quel est l'historique de la mise en œuvre de cette transition à Mons? Et bonjour à tous, merci Julien. Comme souvent, ça part d'une crise, d'un problème. Nous, on est parti de la crise de la vache folle. Ça a été notre première prise de conscience sur l'enjeu alimentaire en termes de santé environnement. Donc, c'était à la fin des années 90. Et en 98, pour la première fois, on a introduit donc du bœuf bio pour éviter ce problème. Et parallèlement, je rejoindrai Julien sur un des points, c'est la place de la culture dans notre projet. C'est-à-dire qu'on a, nous, un festival du livre chaque année où on invite beaucoup de gens à parler de leur vision du monde. On invite beaucoup de scientifiques qui viennent nous expliquer un peu les enjeux du monde de demain et les difficultés de la société actuelle. Et en fait, en croisant la difficulté de la vache folle et la vision d'un certain nombre de personnes qui venaient quelque part nous apporter de la connaissance et des vues, on a construit une vision pour le projet alimentaire de la commune
qu'on a essayé de transformer en politique publique locale très, très pragmatique, je dirais. Et donc, tout notre projet alimentaire, il a bien sûr commencé par la cantine, puisque c'est la première des compétences en alimentation des collectivités locales, nourrir les enfants sur la pause méridienne de l'école. Et très vite, donc, à partir de la vache folle et de la prise en compte de l'équilibre nutritionnel, au moment du Grenelle de l'environnement, qui prévoyait déjà 20% de bio à la cantine, donc on voit que les souhaits gouvernementaux ne sont pas toujours, malheureusement, donnent pas toujours les résultats attendus, parce qu'on est loin aujourd'hui des 20% attendus du Grenelle de l'environnement. Mais nous, on a relevé le défi, on a dit que justement, si le bio était important en restauration collective, il n'est pas important à hauteur de 20%, il est important à hauteur de 100%. C'est-à-dire quand il y a des grands enjeux, il ne faut pas faire de demi-mesure. Et nous, donc, on a souhaité, dès 2008, aller le plus vite possible vers une cantine 100% bio, sans surcoût et avec un approvisionnement local. Et en développant ce projet, effectivement, on s'est confronté, Montsartou, donc effectivement, c'est 10 000 habitants, mais c'est surtout sur la Côte d'Azur. Donc, alors certes, on a du soleil, mais on a beaucoup de touristes et on a une pression foncière et une urbanisation envahissante qui pose de gros problèmes en termes de construction de souveraineté alimentaire. Et quand on a voulu s'approvisionner localement pour nos légumes bio pour les enfants, il n'y en avait pas. Et d'une boutade, on a dit, il n'y a pas, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a construit ce projet. Et c'est comme ça, vous voyez, le problème de la vache folle, le problème du manque d'approvisionnement. Et à chaque fois, la collectivité, la commune, avec les habitants, on est là pour trouver des solutions et ne rien s'interdire dans les solutions. Et qu'une ville devienne agricultrice, c'est vraiment ne rien s'interdire. Et c'est ouvrir un vrai changement de politique. Donc, depuis 2011, on a 3 agriculteurs salariés de la commune qui produisent effectivement les 25 tonnes de légumes que mangent les enfants chaque année. Ils sont salariés de la commune et là, on règle un des problèmes que Julien évoquait, qui est le problème de la rémunération, parce que nos agriculteurs, nous, ils ont une juste rémunération à la hauteur de leur investissement, puisqu'ils sont salariés de la commune et qu'ils ne portent pas le risque de production. Mais surtout, ça nous a amené à repenser complètement la stratégie de notre plan local d'urbanisme et en se rendant compte qu'il n'y avait pas de quoi nourrir les enfants des écoles, il y a encore moins pour nourrir les habitants de Montsartou et du département. Et donc, on a, en 2012, dans notre plan local d'urbanisme, triplé les surfaces agricoles. On est passé de 40 à 112 hectares. Je vous rappelle que c'est entre Cannes et Grasse, donc c'est des terres, les terres ont une très forte valeur avec une très forte spéculation, un engagement politique fort et qui a ouvert un peu la voie aux autres collectivités voisines sur la nécessité de sauvegarder des espaces pour produire l'alimentation de demain. Et c'est comme ça qu'en 2016, on a basculé d'un projet qui était très centré sur la cantine scolaire à un projet beaucoup plus global de construction d'un projet alimentaire territorial et de construction de la souveraineté alimentaire de Montsartou, qui est complètement renforcée avec la crise sanitaire que l'on vit actuellement, où on parle de plus en plus de souveraineté et de limiter la dépendance à des approvisionnements mondiaux, ce qui est le cas pas que de l'industrie, qui est aussi le cas de l'alimentation. Et donc, ce sont des stratégies qui sont extrêmement importantes de relocaliser. Je suis un peu long dans mes réponses, Julien, mais je te laisse me relancer si tu veux. Alors, je vais te relancer tout de suite, puisque enfin, on voit bien l'évolution que vous avez eue avec donc la crise de la vache folle qui fait bouger les lignes au niveau local, l'investissement extrêmement fort sur le foncier. Et une autre composante qui est importante, c'est le prix pour les parents, des enfants, etc. Et je sais que vous avez mis en œuvre des mesures assez forte pour justement que ce passage au bio dans les cantines ne soit pas synonyme d'une hausse trop importante, voire même pas de hausse du tout, je crois, du prix pour les menus des enfants. Donc, comment vous êtes arrivé à cela? Et puis, au-delà du fait alimentaire, quelles ont été les mesures d'accompagnement du côté de l'éducation que vous avez mis en œuvre pour avoir une vision très, très globale de cette transition finalement?
Oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2008, on a fixé l'objectif de 100% bio à coût constant. Et à coût constant pour les familles, c'est une évidence. De toute façon, déjà à l'époque, le tarif de la cantine était un taux d'effort sur le quotient familial. Donc, ce n'est pas la dépense et le coût de revient du repas qui agit sur le coût de la restauration scolaire, c'est uniquement l'évolution du salaire en plus ou en moins des familles, ce qui permet toujours d'avoir une participation juste des familles, donc entre 2 € et 5,80 €. Mais l'idée, c'est aussi de maîtriser le budget de la commune et de montrer qu'on peut augmenter la qualité et avoir une alimentation qui respecte la santé et l'environnement sans forcément dépenser plus. Pourquoi? Parce que un des chiffres clés de la restauration collective en France et dans le monde, c'est un des chiffres clés de la production alimentaire dans le monde, c'est qu'un tiers de ce qu'on produit comme alimentation finit à la poubelle, d'une manière ou d'une autre. Et en restauration collective, donc on achète, un tiers des aliments qu'on achète, que l'on cuisine, termine à la poubelle. Et ça, c'est une source de financement de la qualité alimentaire extrêmement importante. Et donc, nous, on a diminué de 80% le gaspillage alimentaire. On est passé de 147 grammes à 30 grammes par assiette et ça a généré une économie de 20 centimes par repas. Et ça a financé le surcoût du bio parce que c'est vrai que produire de manière biologique revient plus cher. Il y a plus de personnes qui travaillent, il y a un petit peu moins de rendement à l'hectare et donc on est capable de le compenser. Un autre moyen de maîtriser les coûts d'une qualité alimentaire, c'est la diversification des protéines. On le sait aussi que c'est un enjeu de santé et environnement parce que si 25% des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture dans le monde, c'est essentiellement par le mode de production et en grande partie par l'élevage. Donc, manger moins de viande devient important, mais aussi un repas non carné revient 2 fois moins cher à produire. Donc nous, on est à 2 repas végétariens par semaine dans les cantines, et ça veut dire qu'en 2 repas, les 2 repas végétariens ont la valeur en fait d'un repas carné, et on voit vite l'économie. Et comme ça, la viande que mangent les enfants, elle est aussi bio et de grande qualité. Voilà pour la maîtrise des coûts. Sur la deuxième question sur l'éducation, c'est effectivement une question clé et on a toujours eu un fort volet éducatif auprès des enfants que l'on fait manger chaque jour pour qu'ils comprennent pourquoi ils ont une alimentation qui évolue et en quoi il est important que plus tard, ils arrivent à en faire un réflexe. Mais on a réussi à aller même plus loin, c'est-à-dire que on a un observatoire de notre cantine et en fait, on fait une enquête tous les 3 ans auprès des parents et c'est comme ça qu'on a pu réaliser, et c'était une très bonne nouvelle de ce projet, que 87% des familles avaient modifié leur pratique alimentaire à partir de ce qu'avait fait la commune, mais surtout de la manière dont le racontaient les enfants à leurs parents. Et donc, s'il n'y avait pas un volet éducatif, ce transfert aux familles ne se serait pas fait. Et c'est pour ça que, et quand on dit nouvelle pratique alimentaire, c'est plus de bio, plus de local, plus de légumes de saison, plus de cuisine de maison, enfin voilà, plein de choses qui changent énormément les pratiques. Et c'est pour ça que dans notre projet alimentaire, dans sa globalité, on travaille aussi beaucoup l'éducation de tous les publics à l'alimentation durable. On accompagne les familles avec des défis famille, alimentation positive. On accompagne les plus éloignés à réinvestir la qualité alimentaire, l'équilibre alimentaire, en leur permettant notamment à l'épicerie sociale de trouver une grande part de produits bio parce que effectivement l'alimentation durable, elle doit être très accessible aussi socialement. Merci Gilles. Alors, une toute dernière question parce que le temps file et on voit bien que vous avez vraiment tout concilié, c'est-à-dire changement de la production, changement des modes de consommation. Vous avez joué sur le levier du gaspillage alimentaire. Vous avez joué également sur l'éducation, la formation. Et la grande question, c'est est-ce que cet exemple local, là particulièrement, peut s'aimer, peut être transposé à d'autres communes. Au niveau mondial, il y a une initiative que vous avez rejointe, c'est la déclaration de Glasgow.
Vous êtes aussi associé donc à un projet européen qui est Biocantines. Est-ce que tu peux très rapidement nous dire quelques mots sur ces initiatives-là et la manière dont toi tu perçois la possibilité de faire essaimer ces initiatives au niveau plus large, au niveau européen notamment? C'est un des piliers forts aussi de notre projet, c'est de partager notre expérience. Effectivement, on a été un peu des défricheurs. Et en 3 ans, on a échangé avec 300 collectivités en France et en Europe sur ce projet. Et effectivement, notre manière d'appréhender le projet, il ne dépend pas de la taille de la collectivité, parce qu'on dit toujours, Montsartou, petite ville, ça a été facile. Non, dans le projet Biocantines, notamment, on accompagne des collectivités qui ont 100 000 habitants et qui ont mis en place une régie municipale agricole qui a augmenté la part de bio dans les cantines. Donc, ça peut se faire à tout niveau. Ce qui est vraiment le moteur du changement, nous, quand on transfère notre expérience, on est des facilitateurs. Mais ce sur quoi on travaille le plus, c'est la construction de la vision politique et de la prise de conscience de l'urgence de changer nos pratiques alimentaires. Parce qu'une fois qu'on sait qu'en mettant en place de nouvelles politiques publiques de l'alimentation, on fera du bien à la santé des habitants et surtout, on permettra peut-être de maîtriser le réchauffement climatique, on voit qu'il y a urgence de changer ces pratiques et simplement de montrer que ça a été possible, que ça ne coûte pas forcément plus cher, qu'il suffit de changer en fait une multitude de petites pratiques quotidiennes. C'est simplement ça, on change de paradigme et on sait qu'on est obligé de changer pour réussir. Et le mouvement qu'on a lancé effectivement avec Biocantines, c'est avec ces échanges, et c'est un peu complètement l'esprit de la déclaration de Glasgow, c'est laisser faire les territoires. Beaucoup de choses se passent sur les territoires et si on attend que ça soit uniquement des politiques nationales, européennes, internationales qui changent, ça va prendre beaucoup trop de temps. Il faut qu'on avance ensemble, c'est-à-dire qu'il faut aussi que le national, l'international accompagne les expériences des territoires qui réussissent et permettent de les démultiplier. C'est tout à fait ce que fait ce forum aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu plaisir à embarquer dans ce projet parce que ça nous parle. Échanger les pratiques, échanger les réussites pour plus vite assurer la transition des territoires avec le soutien des États. Merci beaucoup, Gilles, pour ce témoignage. Une dernière minute, parce qu'avec Biocantines, on a porté autre chose et on voit que d'un projet comme ça, on peut aller porter des projets jusqu'au Parlement européen, puisque le 23 mars dernier, on avait fait une réunion en ligne, bien sûr, avec le Parlement européen, pour solliciter une exception alimentaire dans le Code des marchés publics. Parce que manger différemment, relocaliser la production, c'est aussi acheter différemment. Et acheter de l'aliment, c'est pas comme acheter un stylo. On a besoin de se connecter aux producteurs locaux et pas acheter au niveau mondial. Et donc, ça demande une modification des marchés publics. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'à travers le forum aussi, on pourrait porter pour changer ces carcans qui ont d'ailleurs explosé un petit peu le temps de la crise sanitaire, puisque le Code des marchés publics, en tout cas sur l'alimentation, a été beaucoup allégé, comme quoi c'est possible. Et donc, il faut approfondir encore ce changement. Merci beaucoup, Gilles, pour ce témoignage. Donc, et on voit bien donc reterritorialiser le système de l'alimentation et aller vers des modes de production et de consommation plus durables est tout à fait possible. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage et cette présentation qui, je l'espère, va pouvoir essaimer très largement en France et puis plus largement également en Europe. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant de vous écouter. On continuerait toute la journée si on pouvait. Malheureusement, on peut pas. Et donc, on a le temps de prendre une ou deux questions. Je vais passer la parole très vite d'ailleurs à Patricia parce qu'il y a une question à laquelle elle pourrait répondre et puis peut-être faire aussi quelques commentaires. Et ensuite, si on a le temps, on prendra encore une autre question avant de conclure avec l'intervention qu'enregistré Clément Beaune et puis quelques propos finaux. Patricia, c'est à toi. Merci Gilles. Pour moi, c'était vraiment passionnant de vous entendre vos expériences, directement les autres acteurs de la coopération avec le Forum d'avenir. Je crois qu'il y a quand même aussi une question dans le chat, comment on travaille ensemble. Je peux vous dire que
il n'y a nulle part un plan comment pourrait se passer la transition écologique. Et donc, c'est vraiment passionnant d'apprendre de chacun de vous comment vous faites. Et c'est important d'échanger avec les expériences qu'on fait en Allemagne. Notamment, on a un groupe de villages qui sont engagés dans la production locale bio, par exemple, qui sont parfois très similaires à les expériences que vous venez de raconter. On travaille aussi avec des villes qui sont notamment Zeitz et Hohenmeusen, qui veulent sortir du carbone avant 2038, donc c'est très ambitieux, qui on met en dialogue avec Lausanne prochainement dans un séminaire, je crois, la semaine prochaine. Et donc, je crois que c'est important de mettre les expériences ensemble, de coproduire un récit et apprendre le récit que vous avez bien raconté, surtout le récit de Lausanne, je crois, et aussi de moi, pour comprendre, les traduire en allemand et pour donner une visibilité de tout ce que vous avez déjà fait dans les années passées et pour construire ensemble des façons comme on peut bien gérer la transformation écologique. Je dis cela parce que je crois que c'est important, comme l'avait dit aussi Christophe Arendt tout au début, de trouver une manière de la politique publique de s'ouvrir et de permettre à des communautés de responsabilité, donc c'est-à-dire avec la société civile, les acteurs aussi de l'économie, avec les députés, ensemble et l'administration publique, de créer ces transformations. Et donc, d'un côté, je crois que c'est important de rendre la visibilité de toutes ces expériences très riches. D'autre côté, aussi avoir de la possibilité de réfléchir pour mieux comprendre la manière où on pourrait faciliter aussi pour d'autres territoires la transformation. Et maintenant, je suis très curieuse d'entendre vos questions. Je crois qu'on a peut-être le temps de prendre encore une question, mais on va devoir ensuite très rapidement s'interrompre. Oui, on me fait signe qu'il faut que je conclue en fait, donc je vais devoir conclure sans pouvoir prendre de questions additionnelles. J'en suis désolé. Je profite de l'occasion pour remercier quelques personnes que j'ai pas encore remerciées. Il y a plusieurs des membres français du comité d'orientation et peut-être du côté allemand du comité qui ont pu se joindre à notre conférence ce matin, et je voudrais leur dire que je suis très sensible au fait qu'ils aient pu être là ce matin avec nous. Je crois que vous voyez de manière concrète ce qu'est la démarche qu'avec Patricia nous vous avons proposé depuis le début, de faire ces allers-retours entre l'écoute et le dialogue avec les territoires, bientôt entre les territoires entre eux et les questions de politique. J'ai été frappé de voir que plusieurs des intervenants faisaient eux-mêmes cet aller-retour entre le niveau dont ils ont la responsabilité, là où ils sont, le niveau national et le niveau européen pour un certain nombre de sujets. Le niveau européen, c'est évidemment une des préoccupations clés de Clément Beaune, et donc on va maintenant pouvoir écouter les quelques mots qu'il a pu enregistrer pour nous. Il ne pouvait pas être là ce matin en fin de matinée, et puis je reprendrai juste quelques instants la parole pour clôturer notre séquence. Monsieur l'ambassadeur, cher député, cher coprésident du Forum pour l'avenir, je voulais m'adresser à vous pour d'abord saluer le travail de ce forum, qui est une création originale du traité d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé la coopération bilatérale franco-allemande il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui commence pleinement à fonctionner. Et ce Forum pour l'avenir, c'est une de ces idées nouvelles qui était un pari et qui visait à essayer de faire réfléchir ensemble sur le long terme à partir d'expériences locales sur les grands thèmes, les grands défis du moment, comme la transition écologique, l'ensemble des acteurs locaux franco-allemands. Et je veux remercier France Stratégie et son homologue allemand pour le travail mené depuis maintenant plusieurs mois et pour accompagner les 3 collectivités qui aujourd'hui en France ont déjà fait l'objet de ces travaux et de cette réflexion. Ce sont des études de cas très concrètes pour voir comment on peut faire face ensemble à ces défis, pour s'inspirer des idées les uns des autres, du côté français et du côté allemand. Et je voudrais vous inviter chacune et chacun, pour les collectivités que vous défendez, que vous représentez, à vous lancer dans cette aventure sur la base des premiers retours qui vous seront donnés aujourd'hui, qui vous ont été donnés dans les débats, pour essayer de faire vivre ce forum pour l'avenir. Je crois qu'on devra aussi inventer
dans les prochains mois, et un prochain conseil des ministres franco-allemands permettra d'y réfléchir, d'autres formes de réflexion sur tous ces grands défis bilatéraux et européens, en matière d'écologie, en matière de culture, en matière de numérique, en matière de résilience, comme on le fait déjà, dans le domaine de la santé, qui touche évidemment la résilience et qui a pris une importance particulière pendant la crise que nous vivons encore, pour essayer de voir les solutions concrètes qui sont appliquées dans nos deux pays, par des collectivités, par des expériences de terrain. Je crois que c'est ça très concrètement l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle, d'avoir des projets précis, des projets ancrés localement dans des expériences concrètes qui permettent de faire avancer nos deux pays. J'y suis très attaché avec le Fonds citoyen, avec d'autres projets. Nous construisons vraiment un lien humain franco-allemand auquel nous sommes, avec mon homologue Michael Roth, extrêmement attentifs et pour lequel nous nous battons. Voilà, je vous souhaite plein de courage pour la suite des travaux, pour ces expériences, en souhaitant encore une fois que vous puissiez bénéficier des travaux de ce forum qui doit vraiment produire tous ses fruits dans les prochains mois. Merci beaucoup. Après ces encouragements du ministre et je lui fais part de notre reconnaissance, nous allons malheureusement devoir conclure très, très bientôt. Je voulais juste dire que celles d'entre vous qui souhaiteriez poser des questions, vous pourrez les adresser et on va mettre sur le chat une adresse mail qui vous permettra de poursuivre les discussions si vous le souhaitez et d'avoir des réponses aux questions que vous vous poseriez. Ça fait partie évidemment du processus. Je crois que la réunion d'aujourd'hui, elle démontre de manière vraiment extrêmement forte à quel point c'est le cœur de notre projet et à quel point ça peut marcher que de structurer une réflexion sur des thèmes d'intérêt général à partir des expériences que portent les acteurs du terrain. Les trois séquences que nous avons eues autour de Dunkerque, de Loos-en-Gohelle et de Mont-Sartoux, je crois, ont été très enrichissantes pour nous tous. Nous avons aujourd'hui dans le public beaucoup de représentants de collectivités territoriales, d'acteurs locaux, de porteurs de projets, et à chacune et à chacun d'entre eux, je veux dire que nous sommes intéressés par vos expériences. Le Forum pour l'avenir, c'est une aventure au long cours et c'est une aventure où vous pouvez chacun trouver votre place. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à partager votre expérience avec nous, à nous écrire et nous serons toujours stimulés par ce que vous pourrez nous apporter. À la prochaine réunion de ce type, nous ferons se dialoguer des Allemands et des Français. Aujourd'hui, c'était des expériences françaises et je pense que dans quelques mois, nous aurons pu faire connaissance physiquement les uns des autres, alors que jusqu'ici, c'est en visio, et que nous pourrons avoir des dialogues où il y aurait des présences de représentants de collectivités des deux pays. Merci à Patricia avec qui nous avons organisé toute cette réunion et merci à tous ceux qui en ont rendu le succès possible. Bien sûr, les équipes de l'IASS et de France Stratégie. Bien sûr, encore tous mes remerciements à l'ambassade d'Allemagne, dont je salue le représentant à l'écran. Et puis merci surtout aux intervenants pour tout ce qu'ils nous ont apporté. C'était précieux, c'était stimulant, c'était réaliste et ça nous donnait envie d'aller de l'avant. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis j'espère à bientôt sur nos ondes dans d'autres circonstances. Au revoir.